Donc nous allons vous parler en deux temps de modélisation hydrogéologique. Donc alors pour ce premier cas, pareil que tout à l'heure, on fait un petit peu référence à ce dont on a parlé dans le guide, donc toujours les objectifs, et là cette fois-ci on parle d'un point particulier dans le guide, l'utilisation des outils numériques, en indiquant que certains projets, par leur complexité, nécessitent l'apport d'outils, de modèles hydrogéologiques 3D, sachant qu'il faut toujours avoir en tête qu'il faut regarder ce qu'on peut faire déjà de manière simple en calcul analytique et aussi en modèle 2D. Il faut avoir en tête que le 3D, il faut l'utiliser à partir du moment où on commence à avoir un petit peu de difficulté avec des outils simples. Voilà, en gros c'était cette slide-ci, de dire que on pense d'abord l'analytique, on regarde ce que ça donne, après on complexifie en 2D et éventuellement on va en 3D. La 3D c'est pas la panacée, ça permet d'avoir de bons résultats qu'à partir du moment où on a de bonnes données d'entrée. Alors là, je vais vous parler d'un projet que l'on avait eu. Donc, sur ce cas particulier, on avait des investigations qui n'étaient pas complètes, et au stade marché, en consultation, après consultation d'entreprise, il avait été indiqué qu'il y aurait quand même quelques essais à faire complémentaires pour permettre de s'assurer que la solution qui avait été dimensionnée au CCTP était bien bonne. Donc, au début, on était parti sur 24 puits de pompage avec des mesures à réaliser dans le cadre du marché. En préparation des travaux, un pompage d'essai est fait, on obtient une perméabilité 3,5 10-4 qui est un petit peu supérieure à ce qui était supposé, et donc on a un calcul analytique qui nous donne un débit pour réaliser les travaux de l'ordre de 900 m3. On est en fouille ouverte. Donc à ce stade-là, le débit est bien supérieur à celui qui était estimé avant le CCTP, et donc on est dans une condition de faisabilité, d'infaisabilité, parce que le débit est trop important ou estimé trop important, et donc nécessité, alors c'est pas, on va pas détailler un petit peu pourquoi est-ce que ces investigations arrivent trop tard, mais il n'empêche que avec ces conditions d'infaisabilité, on a besoin de préciser un peu tout ça pour savoir si clairement on part sur un écran étanche ou pas. Donc on fait des investigations complémentaires et on fait une modélisation pour voir si effectivement on peut continuer en fouille ouverte ou si on a besoin de passer avec un écran. Donc le site, pour en parler un petit peu, donc on est en contexte insulaire, on est sur des formations détritiques très hétérogènes. Donc on intervient et on fait des mesures complémentaires. Donc le pompage d'essai qui a été fait, il était plutôt bon. Donc les 3,5 10-4, on confirme ça, en phase étude après. Après, on fait des mesures en surface, on fait des mesures en profondeur. Alors là, ce qui nous arrange, c'est que en profondeur, on a quand même une formation qui est franchement moins perméable et qui va nous aider pour la suite. Donc côté aussi intéressant, on commence à avoir de la donnée. Donc on a un suivi piézométrique de seulement 11 mois, on n'a pas 15 ans, c'est vrai, mais ça nous aide quand même pas mal pour avoir pas mal d'infos, et on s'aperçoit que globalement le niveau d'eau dans la période sèche est aux alentours de 3 mètres de profondeur par rapport au terrain, et qu'en période de hautes eaux, à la suite de la période de pluie, on est à 50 cm de profondeur, on peut même l'assimiler pratiquement au niveau du terrain. Donc on a un écoulement de la nappe qui se fait vers le nord, et avec un gradient de l'ordre de 1% en période de basse eau. Pour vérifier un peu tout ça et pouvoir étendre un petit peu ce gradient, on avait aussi posé des piézomètres à l'extérieur. Donc là on avait pu aussi avoir des infos à l'extérieur du site. Alors on n'a pas pu aller à 3 km, mais au moins se déplacer. Enfin, c'est plutôt rare d'avoir des infos des infos piézométriques à une centaine, 200 mètres du site, pour pouvoir justement faire un modèle qui soit un peu plus précis que d'habitude. Donc en termes d'environnement, on a quand même un contexte hydrographique présent, donc on est vraiment en interfluve, à proximité de deux rivières qui sont toujours en eau. Donc le contexte hydrographique présent peut nous faire des limites d'alimentation.
Donc avec l'ensemble des informations que l'on avait collectées au droit du site, une enquête de quartier pour s'assurer dans la partie sud, on a une zone un peu de falaise, donc on sait que c'est une limite, c'est une limite d'extension de l'aquifère. En intégrant les rivières avec les observations qu'on a pu faire sur place, en estimant, alors même si on est dans un modèle, on a toujours des estimations à faire, en estimant des zones d'alimentation et des zones de drainage, et en étendant le gradient que l'on a au droit du site, en tenant compte de tout ce que l'on peut avoir en termes d'infrastructure à proximité. Là, on est sur un bâtiment où à côté, pour la création du bâtiment d'à côté, il y avait eu un rideau de pales planches qui avait été mis en place et qui est laissé, qui est toujours en place. Donc une limite d'écoulement que l'on n'observe pas lors de la piézo que l'on a au droit du site. Donc on crée le modèle, on pose des hypothèses et après on fait des tests pour savoir un petit peu, on essaye de recréer la piézométrie. Alors même si on a une piézométrie, nous, qui va être localisée vraiment autour du site, notre piézométrie elle était localisée à peu près ici, on a fait une extension, regardez ce que ça donnait. Regardez ce que ça donnait avec des niveaux d'eau en EB et aussi en EH. Alors là, c'était des niveaux d'eau anciens des TU, donc le EB c'est le niveau de base eau, c'est pas le niveau médian. Et on a regardé, on a fait des calages, des simulations pour regarder un petit peu comment tout ça pouvait se comporter et si c'était réaliste par rapport à l'image que l'on en avait. Donc tout ça nous a permis de tester l'implantation de puits. Alors, on est resté initialement, enfin dans un premier temps sur 24 puits. On a un petit peu densifié dans la partie amont. Pourquoi ? Parce qu'on avait des talus qui étaient un peu plus importants, qu'il fallait désaturer. Et dans la partie aval, on avait donc l'ancienne pale planche, la pale planche encore existante qui est de ce côté-là. Donc on a pu tester différents scénarios, regarder un petit peu comment positionner les puits, regarder les débits de chaque puits et les répartir de manière harmonieuse au droit de l'ensemble du site et pour pouvoir avoir le rabattement qui était souhaité. Donc dans la simulation, ce qu'on en a obtenu, c'est qu'on avait en gros en EB un débit aux alentours de 130 m3 réparti sur l'ensemble des puits, donc en moyenne c'est un petit peu moins de 6 m3, donc c'était un peu plus dans le sud et un peu moins dans la partie centrale. Et en EH, on a regardé, ça faisait à peu près 320 m3 et 13 m3 par puits, donc toujours la même chose, c'est en moyenne, hein, on était toujours un peu supérieur dans cette partie-là, et un peu moins à proximité de la zone de pale planche. Donc, en reprenant l'ensemble des données, on se dit que non, c'est pas le calcul analytique n'a pas tenu compte d'un grand nombre de choses, donc la présence de pales planches, le fait que on était sur un aquifère semi infini alors qu'on avait une formation de plus faible perméabilité en profondeur. Donc la conclusion de l'étude, c'est de dire non, c'est possible. On a certes un débit qui est important en période EH, mais pour autant c'est pas impossible à faire. Donc c'était notre conclusion de dire que la solution dimensionnée au CCTP, elle était réaliste, elle était faisable. Comme c'était un projet, il fallait quand même s'assurer avant de donner un premier coup de pelle que ça pouvait passer. L'ensemble des puits de pompage ont été mis en place et on a fait un test avant la réalisation des terrassements. Donc on était sur un niveau, on était en fin de période de pluie, donc on n'était pas exactement sur un niveau EB, on était à un niveau un peu supérieur à EB, et en calant des débits qui étaient aux alentours de un peu supérieurs à 200 m3. On a réussi au bout de 5 jours, je vous ai mis le graphe de restitution des niveaux d'eau, qu'on avait au bout de 5 jours, on atteignait la cote objectif. On avait un rabattement quand même assez important sur la zone, et donc c'est ce qui, on a montré que c'était possible. On avait même des zones où on surpompait, et en fait il a fallu adapter les débits de pompage dans chaque. Donc ça après, une fois qu'on a eu passé la période qui était supérieure au niveau d'eau EB, on a pu ensuite adapter et baisser un petit peu les débits. Donc, première chose, en termes de retour d'expérience sur ce sujet, première chose, c'est avoir le maximum d'informations
avant le lancement des travaux, ça semble logique, mais on l'a encore quelquefois, où on intervient à la suite de la contractualisation avec une entreprise et on s'aperçoit qu'il nous manque des données, donc on fait des investigations complémentaires pour les avoir. Alors la plupart du temps ça pose pas trop de problèmes, mais on voit que sur ce sujet-là, ça aurait pu poser un problème, et l'argumentation de l'entreprise, qui est normal aussi avec les résultats qu'elle avait un petit peu peur que le sujet se fasse pas de manière simple comme ce qui était défini au CCTP, et donc a proposé des solutions complémentaires qui étaient beaucoup plus chères pour le maître d'ouvrage. Après, là on est dans une fouille qui était assez profonde avec une géométrie particulière. On avait aussi des avoisinants, donc fouille ouverte ou une fouille avec enceinte. L'idée était aussi de regarder ce qui se passait en termes de développement de cônes de rabattement. Donc l'apport du modèle là est vraiment nécessaire sur ce type de sujet, sachant qu'on a aussi les rivières qui sont à proximité et qui viennent alimenter et qui nous permettent d'atteindre un régime permanent, somme toute, assez rapidement. Le modèle nous a aussi permis de voir, de multiplier le nombre de puits, de réduire. Enfin, on a pu faire des tests qui étaient plutôt intéressants pour savoir quel serait un petit peu le nombre de puits et la profondeur efficace pour qu'on puisse faire au mieux. Et enfin, on a pu faire un modèle qui était relativement proche de la réalité. On reste en hydrogéologie, donc on n'était pas à la virgule près, mais un modèle relativement proche de la réalité, que si on a des données fiables. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire des modèles alors qu'on a 3 perméabilités et 2 niveaux d'eau. C'est vraiment compliqué, et plutôt que de lancer un modèle qui va être lourd et on va pouvoir dire beaucoup de choses, on va poser tellement d'hypothèses qu'à la fin le résultat risque de pas être ce que l'on va avoir dans la réalité. Je vous remercie. Oui, donc là, on va présenter un deuxième exemple de modélisation suite à des essais qui ont été faits et les conséquences qu'on peut en tirer sur le dimensionnement. Voilà. Donc c'est des essais qui ont été faits dans le cadre d'un chantier d'Exor pour des VRD un peu lourdes sur le site de Bugey, donc près de Lyon. Donc l'idée de cette présentation, c'est sur un exemple d'illustrer les apports de la modélisation, des acquisitions de données également, et puis comment est-ce qu'on va utiliser ça pour préparer les contrats. Et dans le contexte en particulier là est fortement contraint, donc on va pouvoir voir un peu comment ça influe et l'apport dans tout ça. Donc le site, pour aller vite, parce qu'on va pas trop utiliser, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une couche d'alluvion qui fait une dizaine de mètres en surface, et après, voilà, c'est de la molasse de Saint-Fond qu'il y a partout là, et de l'argile glaciolacustre tout autour. Donc c'est juste pour illustrer le fait que la centrale, elle n'est pas posée par hasard là où elle est. C'est que si on la met à côté, elle tombe. Donc on la met bien là où il faut. Mais ce qui va nous intéresser pour l'hydrogéologie, c'est la couche d'alluvion qui fait une dizaine de mètres. Donc en termes de niveau d'eau, on a beaucoup de piézomètres donc ça c'est la carte un peu régionale, et puis sur le site on a énormément de piézomètres. Donc là vous voyez chaque point bleu c'est un piézomètre, et en rouge vous avez les enceintes qui ont été faites pour la construction. Parce que même si les fouilles ne sont pas très profondes, vu l'extension, ils avaient fait des enceintes par boîtes successives pour les différents ouvrages. Voilà. Et la chance, c'est qu'on a plusieurs campagnes d'acquisition automatique sur ces piézomètres, en plus des campagnes d'acquisition manuelles. Alors pour parler un peu des alluvions et puis des corrélations qu'on citait tout à l'heure, donc les alluvions font à peu près 10 mètres, elles surplombent, la nappe elle en baigne à peu près 8, et donc les granulométries nous montrent 2 faciès, qui sont donc quelque chose d'assez sableux, puis quelque chose de beaucoup plus graveleux. Et alors effectivement, quand on prend les corrélations, là ça doit venir de Hazen, ça, et donc dans les faisceaux qu'il a définis, si on prend les granulométries moyennes ici, on arrive à des choses entre 5-10-4 et 5-10-3, et puis quand on est dans les graves, là, on arrive à quelque chose qui est franchement plus élevé. Bon. Donc on garde avec ce genre d'approche, ça donne une bonne idée générale du truc. De là à dire la perméabilité c'est au milieu avec une corrélation, on n'en est pas là.
Mais après, bon, ce genre de truc, de corrélation, ça peut être intéressant une fois qu'on a des essais un peu fiables, pour venir, comme on disait tout à l'heure, compléter l'aspect statistique de la détermination des paramètres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a calé quelque chose proprement sur des essais fiables, on va pouvoir extrapoler avec des essais beaucoup moins chers. Bon là c'est de la granulo, mais ça peut être autre chose. Une fois qu'on a calé quelque chose de site dépendant, pour pouvoir estimer la dispersion des valeurs, mais pas la valeur elle-même. Alors, le suivi piézométrique, on l'exploite également parce que par boîte, on voit qu'il y a plusieurs phases où il y a eu des pompages sur certaines chroniques. Et donc on voit notamment que quand on injecte dans la partie bleue, là, et ben en fait, ça répond jusqu'à assez loin de ce côté-là. Puis quand on est dans la boîte un peu plus loin, bon là, ça répond pas du tout par contre. Et dans cette boîte-ci, pareil, on pompe au niveau du piézomètre rouge. Et puis, on voit la réponse, même à plus d'une centaine de mètres, assez forte dans le piézomètre bleu. Et à l'inverse, bon là, le long de l'enceinte, ici, on la voit moins. Donc il y a quand même des choses à en tirer sur le fait qu'on a des perméabilités assez importantes. On a un essai de pompage que je n'ai pas présenté, qui est dans le sud du site, qui donne 6,10-3 également, donc c'est des valeurs assez conséquentes. Et puis l'exemple qui a été présenté ce matin à Crémalville, où on a pompé 2800 m3 pour abattre 40 cm. Donc, on ne s'attend pas à quelque chose où on va avoir des débits assez faibles, des perméabilités assez faibles. Donc là, c'est les deux conduites qui vont se retrouver sous nappe qu'on doit fabriquer. Et donc les secteurs sous nappe là, sont indiqués ici et là. Bon, c'est pour relier les nouveaux diesels aux installations existantes. L'arrêté de rejet, donc il y a beaucoup de contraintes. L'arrêté de rejet, c'est 80 m3. C'est pas beaucoup pour les débits qu'on commence à envisager. Enfin, avec le niveau de chantier qu'on a choisi préalablement, on doit faire 2,5 mètres de rabattement sur des tronçons qui font une dizaine de mètres. Donc, premier avis, il faudra mettre des blindages. Et ça ne plaît pas trop au maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage décide de lancer une campagne d'essai pour préciser les choses et potentiellement montrer qu'un pompage sans blindage reste faisable pour le verser au cahier de consultation. Donc il y a 2 essais qui sont envisagés, un dans la zone la première et puis un dans la deuxième là. Moi je vais parler de celui qui est à droite parce que l'autre c'est le même. Donc l'idée c'est de faire un essai de pompage, un essai de rabattement sur 4 puits pour voir les rabattements, et puis des micro-moulinets pour estimer à quels endroits est-ce qu'on a les captages. Donc voilà le dispositif tel qu'il avait été envisagé à l'origine. En pratique, l'essai de pompage qui devait être fait dans le puits là n'a pas été faisable pour tout un tas de raisons techniques que je ne vais pas détailler, mais ce qu'il faut retenir, ce qui a été exploité pour la suite, c'est 2 essais de rabattement. Un sur les puits P5 et P7, donc, où on a pompé 25 m3 à peu près en tout, et ça donne dans les autres puits les rabattements ci-dessous, et un sur les 4 puits en parallèle, qui est la deuxième phase qu'on a dans la colonne de droite, donc avec un total de ça fait une trentaine de mètres cubes. Donc sur cette base, on voit déjà que on a pompé beaucoup moins sur la partie de gauche que la partie de droite, parce que sinon en fait on dénoyait les puits. Et donc ça déjà c'est intéressant, on voit qu'il y a des contrastes de perméabilité dans la zone qu'on va étudier, même si on n'est pas exactement là où vont être fait le chantier, mais on est à côté. Et donc ça va nous intéresser. Alors le premier modèle qu'on fait, c'est un modèle en sol homogène évidemment. Bon là c'est un modèle 3D parce qu'en fait comme on a l'enceinte à côté, une géométrie 2D, on a essayé de faire une géométrie 2D au départ avec l'enceinte, mais comme en plus après on va modéliser des hétérogénéités, on s'en sortait pas. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure. Quand le problème est simple, ça sert à rien de faire un modèle compliqué. Si le problème est simple, le modèle compliqué il va donner exactement la même chose que ce que donnera un modèle simple. Là où un modèle 3D ou un modèle un peu plus complexe va permettre de gagner quelque chose, c'est quand les simplifications du modèle simple sont pas acceptables. Mais s'il représente parfaitement le phénomène, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Bon là en l'occurrence c'est ce qu'on a fait. Et donc bon, quand on fait une première estimation,
on arrive à retrouver un calage avec 10-3 dans l'aquifère, mais le calage il n'est pas terrible. Et comme on a vu juste avant les différences entre les zones, on va introduire donc des hétérogénéités. Donc là vous avez une vue du modèle avec les 4 puits. Et donc on va introduire, sur la base des logs, des carottés qu'on a, et dont ont été tirés les granulots que vous avez vus, des niveaux graveleux et des niveaux sableux, avec une hétérogénéité. Et on arrive à un calage qui est bien meilleur, puisque vous voyez là, à part dans le puits 10, qu'on voit même pas ici, parce que c'est celui qui est tout là-bas, là, les 10 et 9, ceux qui sont vraiment très très loin, les calages sont très proches de ce qu'on a observé. Donc, sur cette base-là, on arrive à retrouver ce qu'on a observé, et on va l'utiliser en prédictif pour estimer ce qu'on va avoir sur le tronçon qu'on cherche à rabattre, qui est un peu à côté. Donc là, il y a la zone où on a fait les essais, et puis là, il y a la zone où va y avoir le tuyau, quoi. Donc c'est voilà, une dizaine de mètres par 3 mètres, 6 puits périphériques de 13 mètres cubes chacun, puisqu'on a vu que c'est ce qu'on pouvait espérer dans les horizons sableux, et il se trouve que là, on va être plus dans le contexte sableux, voilà. En mettant 5-10-3 dans les graves et 7-10-4 qui est le résultat du calage précédent, on obtient un rabattement de 3 mètres, donc vu on a 2,50 mètres noyés, 3 mètres c'est exactement ce qu'on cherche, avec donc 6 x 13, donc 80. Donc là on est à peu près content. Donc ça c'est versé au dossier de consultation. On donne des gammes de calcul pour les 2 horizons qu'on a reconnus. Et voilà, les modalités permettent de... Et puis c'est là que ça se corse, c'est qu'en fait, dans le contrat, au final, aucune entreprise n'a répondu avec une fouille ouverte, malgré ces éléments-là. Donc il y a plusieurs raisons à ça, hein. Les délais de consultation ne sont pas très longs, c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de calculs à revoir, et puis un risque qui a été jugé un peu trop important par les entreprises. Donc personne n'a répondu avec ça. Et comme en plus, on a vu qu'il y avait beaucoup de contraintes, notamment sur les délais, le maître d'ouvrage n'a pas voulu prendre le temps, comme ça a pu être le cas dans l'exemple précédent, de convaincre tout le monde que c'était une bonne idée pour revoir ça. Donc à la fin, on a eu 15 mètres cubeurs avec des pales planches, qui était l'hypothèse qui avait été proposée. Mais l'exemple reste intéressant donc, pour 2 choses. La première, c'est de montrer qu'avec des essais, on peut grandement fiabiliser les perméabilités qu'on veut considérer. Et avec des modèles, on peut utiliser ça pour estimer assez précisément les débits qu'on pourrait avoir. Et donc le couplage essai d'eau et modèle, c'est vraiment complémentaire. Ça sert à rien, comme on l'a dit précédemment, de faire des modèles, surtout si on n'a pas de données, parce que ça va juste représenter les hypothèses qu'on a prises et rien d'autre. Et à l'inverse, si on a beaucoup de données et puis qu'on n'en fait rien, finalement, et qu'on fait des pales planches, comme au début, c'était peut-être pas la peine de s'embêter à prendre autant de données si au final on décide de faire quelque chose de très conservatif. Et d'où l'intérêt d'échanger au maximum entre les différentes parties, en particulier quand les délais sont contraints, potentiellement, aller discuter avec les entreprises qui allaient être consultées pour leur exposer les choses en amont, ça aurait peut-être pu aider, parce que ça leur aurait donné plus de temps pour envisager de répondre de la manière que voulait le maître d'ouvrage, quoi. Donc c'est aussi ça, finalement, c'est un enseignement quand même de ce point de vue-là. Voilà. Et puis bon, quand on demande des photos à la com, on n'est jamais déçu du voyage, hein, donc, j'ai préféré la laisser.